Bonsoir à tous et bienvenue à ce meet-up co-organisé entre DeFi France et Ethereum France. Donc on va avoir trois présentations orientées crypto DeFi aujourd'hui. Et je vais d'abord vous présenter l'association Ethereum France, donc, qui co-organise avec nos amis de DeFi France ce soir. Ethereum France, on est une association loi 1901, donc on organise des meet-up, on produit des contenus sur notre site internet et on organise un gros événement tous les ans qui s'appelle ETHCC, Ethereum Community Conference, depuis 2018 et qui a lieu en général tous les ans à Paris. Cet été, il a eu lieu à Bruxelles pour cause de Jeux Olympiques et l'année prochaine, il aura lieu au Palais des Festivals de Cannes au début de l'été. Je vais maintenant vous parler de DeFi France. Du coup, DeFi France, c'est quoi? C'est une DAO. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est une DAO ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ne savent pas? Donc, une DAO, c'est simplement une organisation autonome décentralisée. On est hébergé depuis Discord. Et on organise aussi plein d'autres meet-ups comme celui-ci, un peu partout en France, notamment à Toulouse, Paris, Lyon, et puis ici à Nantes. Donc voilà, on parle essentiellement de la finance décentralisée et de toutes les thématiques qui y sont relatives. Donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre le Discord ou le Meetup, mais vous y êtes déjà si vous êtes ici ce soir. Donc si vous voulez rejoindre la communauté, vous pouvez le faire. La rediffusion sera live sur YouTube d'ici approximativement 2 semaines. Voilà. Donc si jamais vous voulez revoir les talks, ça se fera par ce biais. Et Rémi, je vais te laisser commencer du coup la première. Hop. Avec le micro. Merci Mathis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des protocoles de tokenisation du rendement futur, donc principalement Pendle et son concurrent français Spectra. Pourquoi je vais vous parler spécifiquement de ces protocoles de tokenisation des taux variables? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose en 2024 qui était assez incroyable au niveau de l'évolution des montants déposés dans un de ces protocoles, enfin dans Pendle spécifiquement. C'est que la TVL de Pendle, donc, qui oscillait entre 20 à 50 millions, en 2024, elle a spike jusqu'à 7 milliards de TVL. Donc l'idée, c'est de voir comment fonctionne ce type de protocole, pourquoi ça a eu autant de succès au niveau de l'adoption des utilisateurs de la DeFi, et de voir aussi quel type de stratégie on peut envisager en tant que yield farmer avec ces protocoles. Donc un marché sur Pendle, donc on va parler de Pendle et après on parlera des différences entre Pendle et Spectra. Mais vu que le protocole dominant sur ce type de protocole, c'est Pendle, on va parler principalement de Pendle. Donc, un marché, c'est principalement défini par un sous-jacent, donc souvent c'est Ether ou dollar, et une date de maturité. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la DeFi, on a pas mal de tokens qui produisent du rendement. Donc par exemple, l'Ether staké chez Lidos, le STETH, c'est un token qui produit du rendement. Le AUSDC qui est déposé, enfin le USDC qui est déposé dans AAV, c'est aussi un token qui produit du rendement. Et donc du coup, tous les types de tokens qui produisent du rendement, qu'on appelle les Interest Bearing Tokens, donc qu'on va appeler maintenant les IBT pour aller plus vite. Dans le protocole comme Pendle, on va pouvoir tokeniser le rendement. Donc, j'ai un petit retour bizarre là, si vous l'entendez. Ouais, on va changer de micro peut-être. Mieux, ouais. Donc du coup, on va pouvoir diviser le token de rendement en deux. Le principal, donc on appelle le PT, le principal token, et le yield token, donc le token de rendement. Donc comment ça marche? Le principal, en fait, à la date de maturité, il vaudra un sous-jacent. Donc par exemple, si vous avez du STETH, et que vous avez une maturité à 3 mois, et dans 3 mois, vous êtes sûr que le PT, vous pourrez le redeem contre un Ether de STETH. Et le yield token,
Donc il va vous streamer toutes les récompenses qui sont associées au token de rendement pendant la durée jusqu'à la maturité. Et à la maturité, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le token de rendement, le YT, il vaudra 0. Il vaudra 0, mais pendant toute sa durée de vie, il vous aura streamé toutes les récompenses associées au IBT, donc à l'Interest Bearing Token. Donc, prenons un exemple avec un autre protocole, donc le YT, donc le Yield Token de EtherFi. Donc, EtherFi, c'est un protocole de staking, restaking. Donc, c'est des Ethers qui sont stakés et qui sont même restakés sur EigenLayer. Et du coup, les YT de EtherFi, ils vous donnent le droit à 3 couches de récompense. Donc, la couche de récompense liée au staking, qui est environ de 3% annualisé. EtherFi distribue des points aux gens qui hold le token EETH ou WETH, et donc le YT prend aussi les points. Et en plus, vous avez aussi le droit à des points de EigenLayer, qui vous donnent le droit, du coup, aussi à des tokens Eigen. Donc les points d'EtherFi vous donnent le droit, à la fin des saisons, à des tokens EtherFi, et les points d'EigenLayer vous donnent le droit à des tokens Eigen. Donc là, vous avez 3 niveaux de rendement. Donc là, je voulais vous montrer, parmi tous les marchés, il y en a un qui est particulièrement symptomatique du succès qu'a eu Pendle au début de l'année 2024. Donc les mois et les jours sont inversés, hein, c'est à l'américaine. Mais en gros, on voit en vert le prix du token principal. Donc on voit qu'à la maturité, ça vaut 1 Ether. Et vous avez aussi, alors je suis daltonien, en violet ou en bleu, la TVL de la liquidité déposée sur ce marché-là. Et là, on voit qu'en 2 mois, donc entre janvier et février, on arrive à une TVL de plus de 100 000 Ethers. Donc, c'est-à-dire, avec le prix d'Ether à 3 000, ça faisait 300 millions de TVL juste sur ce marché-là. Donc, c'est assez intéressant. Et alors, il y a plusieurs choses qu'il faut noter. C'est que là, vous voyez que vous pouvez acheter du PT. Donc, il cote. Quand il est en dessous de cette barre-là, il est à 0,9. Donc là, c'était un marché qui est à échéance au 27 juin. Donc, en gros, sur 5 mois, on passe de 0,9 à 1. Donc, on a 11% de rendement sur l'Ether. Enfin, 11% pas annualisé, hein, vraiment sur 5 mois. Donc, il faut multiplier par 2, quelque chose pour avoir le rendement. Donc on avait 25%, 30% de rendement sur de l'Ether garanti en taux fixe. Donc ça, quand on farm, ce genre de rendement sur l'Ether, c'est quelque chose qu'on recherche très activement. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que, alors normalement, le prix du PT, il doit commencer à une certaine valeur et il termine à 1. Donc on sait qu'il va tranquillement aller vers 1. Mais là, on voit, vers le 18 mars, en fait, les gens ont acheté le token de rendement et ont vendu le PT. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont spéculé sur la valeur du rendement futur qu'allait donner le token l'Ether de EtherFi. Alors, pourquoi ? C'est parce que la saison 1 et le TGE, donc l'émission du token de EtherFi, a eu lieu le 18 juin et il a coté à une market cap très élevée, donc c'était entre 5 et 8 milliards au départ, et les gens ne s'attendaient pas du tout à ce succès des protocoles de restaking, donc il y avait une grosse narrative du restaking, et en mars jusqu'à juin, c'était assez énorme. Et du coup, là, quand les gens ont vu la valeur que valaient ces points, ils se sont dit que ça valait le coup de racheter du YT, donc pour spéculer sur la saison 2, parce que quand EtherFi a fait l'airdrop, ils ont tout de suite annoncé une deuxième saison avec d'autres points, et du coup les gens ont continué à racheter le YT, et du coup le prix du PT a rebaissé. Donc il y avait des trades intéressants qui étaient faisables, mais peut-être, voilà, c'est que vous pouviez acheter du PT par là, peut-être prendre un profit ici, racheter plus bas par là, et voilà, et faire encore mieux que les 30 ou 40% que permettent de faire le token. Donc là, quand même, ici, donc on est en avril,
Donc en avril, on peut acheter à 0,9 un truc qui vaudra 1 fin juin. Donc là, je vous laisse faire les calculs sur le rendement. Du coup, on a vu qu'on pouvait splitter un token de rendement en deux tokens, un principal et un token de yield, donc un PT et un YT. Et Pendle permet aussi de trader le PT et le YT sur le marché secondaire en attendant la date d'échéance. Donc à la date d'échéance, on sait que le YT vaut 0 et que le PT vaut 1. Et entre-temps, il y a des pools où il y a le IBT et le PT qui sont dans des pools de type Uniswap V3 qui codent dans un range. Donc en fait, ça code dans un range de rendement implicite du token. Et si jamais on arrive aux bornes de ce range, eh ben, il n'y a plus de liquidité. En plus des types de pools qui sont de type Uniswap V3 avec le même range pour tout le monde, il y a des limit orders, donc on peut passer des ordres au prix qu'on veut. À noter que si on est maker sur les limit orders, on ne paye pas les fees, donc là qui sont de 0,3% pour cette pool-là. Aussi, il est important de noter que le prix du PT, il cote en pourcentage. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de trade, eh ben, il va aller doucement vers 1. Voilà. Donc en fonction du temps, de l'heure à laquelle vous tradez, le prix va différer même s'il n'y a pas de trade même s'il n'y a pas de trade dans l'intervalle. Donc du coup, quel type de stratégie on peut envisager? Donc il y a trois types de stratégies. Donc soit on va swapper par exemple l'EtherFi, le ETH ou le STETH ou n'importe quel token de rendement pour le principal. Donc on sait que par exemple si on swap je sais pas, 12 Ether EtherFi, on aura peut-être 14 PT et on attend la maturité. Donc on hold le PT jusqu'à la maturité. Et là du coup on sait combien on aura à la fin, on sait combien on met au début, donc c'est comme un taux fixe. On peut aussi acheter du token de rendement. Et là, du coup, quand on fait ça, ça veut dire qu'on se dit que le prix auquel cote ce token, le YT, eh ben, il est sous-estimé par rapport au vrai rendement qui va être streamé jusqu'à la maturité. Sachant qu'on peut aussi le revendre entre-temps si on n'a pas envie de hold jusqu'à la maturité, si on a besoin de liquidité ou si on pense que le trade a été fait. Et la troisième stratégie, c'est de LP. Donc, c'est de dire, voilà, moi, je vais prendre les trade fees plus les incentives en token de gouvernance de Pendle ou de Spectra. Et du coup, se dire que, voilà, que la stratégie LP est peut-être la meilleure. Donc, il y a trois possibilités. Donc, le protocole prend quand même des frais. C'est-à-dire que sur tous les YT, Pendle va récupérer 3% de tous les types de rendements qui sont générés. À noter que sur Spectra, il n'y a pas de fees actuellement. Donc ça peut être un avantage compétitif intéressant. Et après, voilà, j'ai beaucoup parlé de Pendle, donc je vais parler un peu de Spectra. Spectra, en fait, il permet la même chose que Pendle, plus ou moins. Mais en plus, il ajoute le mode permissionless, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer des nouveaux marchés, peut créer des nouveaux actifs, nouvelles maturités. Et c'est fait sans demander l'autorisation au protocole. Alors que dans Pendle, si vous avez un protocole où vous voulez créer une pool pour votre token, il faut les appeler et négocier et voilà, se mettre d'accord et avoir leur autorisation. Pour le moment, Spectra utilise les pools de Curve pour son AMM, donc pour son exchange sur le secondaire, mais il envisage de faire des pools avec un rebasage temporel comme Pendle par la suite. Et la troisième petite différence, c'est la gestion du slashing. Donc si jamais il y a un rendement négatif, logiquement, vous avez votre PT qui va perdre en valeur, sauf que chez Happy Wine, si après ça regagne du yield, le PT va remonter, alors que chez Pendle, le YT va reprendre de la valeur, alors que votre PT aura descendu. Donc c'est peut-être un peu plus fair côté Spectra. Voilà. À noter quand même qu'aujourd'hui, Pendle a 4 milliards de TVL et Spectra, donc la V2 a été lancée il y a un mois ou deux et a plutôt aux environs de 25-30 millions. Donc il ne joue pas pour le moment dans la même cour. Du coup, moi, je vais vous faire une petite rétrospective des modèles d'incitation qu'il y a eu au cours de ces 4 dernières années en DeFi et parler un petit peu de théorie des jeux et des concepts qui s'y appliquent. Ça sera une introduction. Voilà, si ça ne va pas énormément dans les détails sur certains protocoles,
ne faudra pas s'étonner. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un temps donné pour ça. Et justement, on peut faire une analogie assez marquante avec le jeu d'échecs, entre la théorie des jeux et les échecs, parce qu'il y a une question de positionnement des pions et de mobiliser stratégiquement ses ressources, et surtout de protéger sa reine. Et en DeFi, comme dans tout autre marché financier, c'est la liquidité qui est le fondement de tout protocole et de tout service et marché financier. Donc, petit disclaimer avant qui s'applique à tout ce que vous avez vu et tout ce que vous verrez après. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Donc, qu'est-ce que l'Homo economicus selon la théorie économique néoclassique, c'est quelqu'un qui est considéré par nature comme un individu égoïste. Pour autant, cette théorie, elle est controversée parce que en fait, ça nous concerne tous. On est tous égoïstes par nature. On va tous maximiser en fait son propre profit. Sauf qu'il y a des moments où on va aussi coopérer avec les autres. Donc on va maximiser nos ressources, mais pas au détriment des autres. Donc les agents économiques, on est tous omnibulés par une seule chose, c'est de maximiser notre bien-être et notre utilité personnelle. Et comme le disait Aristote il y a très très longtemps, l'homme reste un animal politique, donc pour vivre en société et s'épanouir, on a aussi besoin de coopérer et se faire aimer des autres. C'est un biais psychologique qui est même très important. Et donc l'objectif est de parvenir à un compromis et donc à un jeu à somme positive. Donc la théorie des jeux, c'est une branche des mathématiques qui est issue de la science économique, et qui a donné naissance à la théorie des jeux entre les années 1920 et 1950, où il y a eu les premiers travaux. On a notamment Nash qui a pas mal travaillé dessus. Donc il y a deux sciences qui sont liées à la théorie des jeux, c'est les probabilités et les statistiques. Les statistiques, ça relève pas mal de l'interprétation, même essentiellement de l'interprétation de données mathématiques nombreuses et complexes. L'idée étant de faire des prévisions, tandis que les probabilités, et je pense qu'on s'en rend tous compte aujourd'hui dans le monde numérique, le monde numérique regorge de modèles probabilistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous allez sur un réseau social, tous les contenus sont hiérarchisés d'une certaine manière, et le but des réseaux sociaux comme Instagram, etc., c'est de maximiser en fait la probabilité que vous regardiez le contenu et que vous vous y intéressiez, parce que ça fait plus de revenus publicitaires, etc. etc. Donc, la science économique, elle vise à comprendre les choix qui affectent les sociétés et les relations entre différents phénomènes comme le chômage, l'inflation, taux d'intérêt, etc. Aussi, la probabilité, ça renvoie à la fréquence d'un événement basique. Tac, tac. Donc, c'est quoi la théorie des jeux finalement ? C'est des joueurs, des règles, des stratégies possibles, et donc un objectif in fine quand on crée un environnement. Donc, ça étudie le comportement économique rationnel des agents. Donc, si vous vous rappelez un peu de vos cours de maths, ça ressemblait à peu près à ça, une branche pondérée en probabilité. Hop. Donc, science nouvelle aussi, les tokenomics. Donc c'est quoi typiquement? C'est tout ce qui va être les caractéristiques de l'offre et de la demande d'un jeton qui est émis sur une blockchain. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une blockchain concrètement? C'est juste pour savoir. Donc je vais prendre ça pour un oui. Et donc il y a la formule MV égale PQ qui est justement la relation qui est établie entre l'augmentation de la masse monétaire et des prix dans une économie. Donc ça peut être l'économie d'un protocole, on y reviendra juste après. Et donc un jeton peut avoir des objectifs à atteindre, par exemple être bloqué dans un certain protocole en tant que garantie. Et donc la formule MV égale PQ est juste la théorie quantitative de la monnaie. Et voilà, donc si la masse monétaire augmente rapidement, en gros ce que ça explique, c'est la vélocité de la monnaie peut diminuer, car les agents économiques en fait vont chercher à s'en séparer, parce que qui voudrait en fait garder quelque chose qui se dévalorise? On conserve tous de l'euro, et pourtant sur 20 ans, ça a peut-être perdu 25% de sa valeur contre le dollar, qui lui-même a perdu de la valeur contre on ne sait même pas quoi finalement. C'est un petit peu
toute l'économie repose finalement sur de l'illusion. Donc c'est les travaux de Milton Friedman et d'Anna Schwartz qui ont permis d'estimer la vélocité de la monnaie américaine entre 1867 et 1960 pour info. Et donc c'est la rapidité à laquelle elle change de main. Donc la blockchain est une technologie qui incarne la confiance, mais contre-intuitivement, on est obligé de tout vérifier, de vérifier la véracité des propos de l'autre. Ça se fait très automatiquement grâce à des logiciels, des bots, etc. Et donc on arrive à la question croire ou ne pas croire. En fait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc là, si on remarque le stacking sur Ethereum, on est à 2,80 d'APY. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas énorme. Mais on remarque aussi qu'à côté, on a un autre marché qui se dessine. Donc on est toujours sur du stacking, c'est-à-dire que vous mettez en garantie 32 Ethers. Et donc on revient au principe de tokenomics. Et là, en tant que tel, le jeton ETH sert en tant que garantie. Et si vous déviez en fait des règles de consensus qui sont spécifiques à Ethereum et aussi à d'autres blockchains en preuve d'enjeu, vous faites slasher, c'est-à-dire que vous faites punir individuellement, vous allez perdre une partie de vos ETH, en sachant qu'un ETH, ça vaut quand même 2300, 2400 $ à l'heure où on parle. C'est sur 32, ça fait mal. On en perd un obligatoirement et puis ça décroît avec le temps. Et donc l'intérêt aussi des tokenomics aussi dans la théorie des jeux, c'est que plus le jeton prend de la valeur, et par effet de vase communicant, le montant de la garantie aussi va augmenter, et on a plutôt intérêt à aller dans les règles du protocole et à faire en sorte que tout se passe bien. Ça permet de garder les gens honnêtes sur la blockchain, et ça augmente le coût de corruption. Le coût de corruption, typiquement, c'est le profit qu'on peut tirer de la corruption, c'est-à-dire attaquer un smart contract, un oracle, etc., moins le coût engendré par la corruption. Parce que ça peut coûter cher aussi de corrompre un système, et Ethereum en tant que tel, ça coûte des dizaines de milliards finalement pour réorganiser une séquence de blocs. Donc voilà, et donc on remarque que l'équilibre de Nash est quand même fébrile sur Ethereum parce qu'il y a un jeu dans le jeu qui est effectif quand même depuis octobre 2022, soit 25 jours après la mise à jour du merge d'Ethereum qui l'a fait passer du Proof of Work en Proof of Stake. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mis juste ici en orange les validateurs qui avaient changé de bord et qui étaient arrivés de ce côté-là. Et donc, eux, ils ont activé un logiciel intermédiaire qui s'appelle MEV Boost, c'est-à-dire qu'ils vont confier une partie de la production du bloc, des blocs, à des builders, ainsi que des relayeurs qui vont se charger de transmettre les différentes informations. Et donc, ils vont maximiser ainsi leur profit. Donc, parfois, vous allez passer un ordre, mais juste avant, il y a quelqu'un qui va le faire avant vous et il va récupérer une certaine somme. Donc, c'est dérisoire à l'échelle de quelques secondes, mais en réalité, sur un temps plus long, c'est pas mal. C'est plutôt énorme. Et donc, voilà à ce niveau-là. Donc, on voit que ceux qui sont à droite, ils maximisent vachement plus leur bien-être et forcément leurs ressources financières. Alors, c'est une estimation, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas été regarder directement sur la blockchain. Et on voit que les validateurs qui ont activé MEV Boost aujourd'hui, ils produisent 89% des blocs sur les 14 derniers jours. Donc, on peut estimer qu'il y a une moyenne entre 89 et 91%. Et donc, la théorie des jeux, en fait, c'est que tout le monde, normalement, devrait se mettre au diapason et être un validateur vanilla, entre guillemets. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que certains ont activé un module. Voilà. Et bon, il y a toujours le slashing, rassurez-vous, mais il passe. En fait, ça se fait au détriment d'une partie des utilisateurs qui ne se protègent pas ou ne savent pas comment se protéger. On pourra y revenir après si vous le souhaitez. Et donc, la sécurité économique du réseau aujourd'hui est estimé à 81 milliards. Donc en sachant que les actifs qui sont hébergés sur la plateforme, on doit être autour de 500 milliards. Ça fait un petit effet levier qui n'est pas dérangeant en fait, qui a moins de fois 10. Donc MEV Boost, en fait, c'est un jeu dans le jeu. Et si vous n'avez pas envie de perdre, il faut jouer selon les règles d'autres joueurs, sous peine de devenir le perdant.
Donc en fait, il peut y avoir très bien un jeu au départ qui se transforme parce que d'autres joueurs arrivent à le contourner. Donc on en vient à l'ère de liquidity mining aux environs de 2020. Donc tout simplement, le liquidity mining, pour ceux qui ne savent pas, c'est on attire des fournisseurs de liquidités avec le jeton de notre plateforme. Donc on peut, voilà, Compound par exemple, mi-2020 pour la Summer DeFi, ceux qui étaient là à l'époque, a distribué un maximum de jetons comp contre des Ethers, des stablecoins, c'est-à-dire des blue chip assets. Et l'idée, c'était de fournir finalement un token qui ne valait pas grand-chose au départ, qui a beaucoup pris en valeur, mais qui a beaucoup chuté depuis. Parce que là, on voit que le protocole, il a fait, on ne voit pas parce que je n'ai pas mis sur le côté, mais il a fait un spike à 21 milliards et quelques, avant de tomber à, aujourd'hui, il est à 2 milliards. Donc le liquidity mining, c'est avant tout une dépense, c'est des émissions de jetons, c'est de l'inflation. Et que font les participants pour contrebalancer le risque de volatilité? Parce que ce nouveau jeton, il est particulièrement volatile, il n'a pas fait ses preuves, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le vendre. Ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Le modèle, il paraît assez incertain, parce que 100% d'APR, voire même beaucoup plus, ça reste très... On avait des APR à 3 chiffres à l'époque, ce qui est plutôt énorme, et SushiSwap, Synthetix, c'est en grande partie pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour eux, parce que les gens, ils ont été habitués d'avoir de l'argent gratuit. Donc très compliqué, et le liquidity mining, ça attire le mauvais type de participants, les personnes qui sont dans un état d'esprit extractif, ils vont juste prendre et partir. Et ce que disait justement le site d'analyse Nansen, c'est que 42% des yield farmers, donc ceux qui vont sur ce type de protocole, ils prennent un max et puis après ils partent. Justement, 42%, ils partent au bout de 24 heures, ce qui est quand même pas beaucoup. Et le troisième jour, 70% de ces utilisateurs, de ces yield farmers, de ces mercenaires, on peut même le dire, retirent les fonds du contrat et ne reviennent plus jamais. Donc, on parle aussi également de TVL pour Total Value Locked. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais en gros, les liquidités déposées sur ces plateformes sont rarement bloquées. On dit que c'est lock, mais ce n'est pas du tout le cas. Elles sont plutôt louées. C'est-à-dire elles sont louées pour un temps défini. Tant qu'on va me fournir de la liquidité, je vais aller sur cette plateforme parce que elle est cool, elle me donne 100% d'APR, mais après, en fait, j'ai pas d'attache. Elle ne m'intéresse pas plus que ça. Et du coup, voilà. Et la création de la TVL, ça remonte à 2019 et on n'a pas trouvé d'indicateur qui permettrait de remplacer et d'être beaucoup plus pertinent, ce qui est dommage. Donc on va parler de Curve et du VE-CRV, le vote escroc. Pour faire simple, voilà, vous pouvez lock vos CRV pour une durée de 1 semaine. J'ai préféré représenter ça sur des années, jusqu'à 4 ans. Donc l'idée étant de récupérer un maximum de VE-CRV. Et avec ces VE-CRV, vous allez pouvoir rediriger les frais d'émission du CRV vers votre pool si vous avez, si vous avez suffisamment de pouvoir de vote. C'est un jeu de whale. Et donc il y a des indicateurs justement qui mesurent la liquidité fournie que vous avez fournie dans le temps, histoire que ça ne soit pas non plus des émissions quotidiennes énormissimes. Pourtant, ça le reste quand même. Et le gauche contrôleur qui répartit justement entre toutes les différentes poules de manière pondérée, parce que certaines sont plus importantes que d'autres. Curve étant un stable swap, c'est donc assez différent du Uniswap, même s'ils sont sur des modèles AMM. Ce n'est pas du tout les mêmes formules mathématiques derrière. Et on a juste en bas Convex et Aura, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des liquid lockers, parce qu'en fait, le VE-CRV n'est pas transférable, il n'a pas de valeur en tant que tel sur le marché. Donc l'idée est de pouvoir rendre ces positions liquides, que ce soit des positions sur balancer aussi. Et on va parler aussi de Protocol Owned Liquidity. Ouais, je sais, ça fait un peu des termes barbares. Et le but de ce jeu, en fait, c'est que c'est les joueurs contre les joueurs. En fait, vous allez... j'ai oublié d'enlever. Donc, en fait, Olympus, il vend ses jetons de gouvernance avec une réduction spécifique, donc ça dépend, il peut appliquer 20 à 50% de réduction sur les OHM, donc c'est le ticker du protocole. Et en fait, vous acquérez en fait, des positions de ce jeton pour moins cher, et en contrepartie,
le protocole récupère de la POL, de la Protocol Owned Liquidity. Et si on remarque bien, aujourd'hui Olympus a à peu près 600 millions en termes de trésorerie de protocole. Ça en fait le 6e sur la liste, l'Ethereum Foundation étant la première. Et on voit qu'ils ont quand même réussi à récupérer énormément de blue chip assets, donc des stablecoins, et que leur token maison ne représente que 23,28%. Donc dans Olympus, chaque joueur ou participant a 3 options. Soit il stake, soit il bond. Donc ça, c'est une obligation, véhicule d'investissement, etc. Donc c'est ce qu'on a dit juste avant. Justement, on récupère des tokens contre une réduction spécifique à moindre prix. Mais en échange de liquidité, vous donnez de la valeur au protocole et en échange, le protocole vous fait une réduction. Donc on a 3 possibilités. La première, si Anna et Bob, imaginons, stake, là on arrive sur un 3-3. Donc c'est génial, tout le monde est content. Si Anna et Bob, en revanche, on est quand même plutôt à l'opposé, donc pas cool. Et si Anna vend et Bob stake, c'est un peu le dindon de la farce, parce que lui, il se retrouve, ils sont tous deux en fait pénalisés. Mais lui s'est fait un peu trahir et la confiance est brisée. Après, il ne peut pas le savoir, mais si c'était du face-à-face, ça serait le cas. Et donc, c'est quoi un équilibre de Nash finalement? C'est quand les joueurs n'ont plus besoin de modifier leur stratégie. Ça peut être le cas pendant un temps, ça peut ne pas du tout l'être. C'est qu'on trouve un équilibre et des fois, il peut y avoir un jeu dans le jeu. Il faut aussi un équilibre dans le sous-jeu, ce qui est assez compliqué. Et donc, le dilemme du prisonnier est quand même particulièrement évocateur avec Olympus DAO, et c'est la raison pour laquelle il s'est effondré. Le jeton valait quand même 1 400$ fin 2021. Aujourd'hui, il en vaut 14. C'est quand même une belle chute. Donc le dilemme du prisonnier, c'est un scénario dans lequel les gains de la coopération sont plus importants. Donc vous avez tout intérêt à coopérer en fait pour maximiser vos ressources et votre bien-être. Donc voilà. Et imaginons maintenant que vous êtes face à la police. Vous avez 2 choix. Soit vous témoignez contre votre complice avec qui vous avez fait un casse et vous restez libre, soit vous avez choisi de vous taire et vous courez le risque d'être trahi. C'est aussi ça la confiance, et on ne connaît pas toujours les 2 faces d'une même pièce, et vous risquez d'être trahi et d'aller en prison. Donc les scénarios sont les suivants. Anna et Bob se balancent mutuellement, donc les 2 reçoivent 2 ans de prison, ce qui est quand même un peu dommage. Anna trahit Bob, tandis que Bob se tait. Ouais, Bob ne dit rien, donc c'est le dindon de la farce. Caroline, donc Anna reçoit 0 année de prison et est libérée, tandis que Bob reçoit la peine maximale. Et puis, dans le cas où les 2 se taisent, ils prennent tous les 2 1 an de prison. Enfin, ou 2 ans. En tout cas, ils prennent la même peine. Et la décision rationnelle dans cette situation, c'est de blâmer l'autre prisonnier, même s'il a agi personnellement pour lui, si vous vous rappelez bien l'homo economicus. Donc Olympus DAO, ça a très bien marché au début, parce que la motivation à vendre était très faible, et l'intérêt donc personnel des participants s'est aligné. On appelle ça, ils ont formé une sorte de collectif. Pendant des mois et des mois, ils étaient présents. C'était une période assez excitante de ce point de vue-là, et parce que c'est vraiment c'était une expérience sociale et à tous les niveaux. Sauf qu'à un moment de temps, le bénéfice potentiel, il est tellement important que vous quand même, faut penser à prendre des profits, et c'est ce que beaucoup ont fait. Et donc la stratégie change. On intervient sur l'équipe de Nash qui vacille. L'équipe de Nash qui vacille, on a un sous-jeu où justement on va vendre parce que c'est intenable. Enfin, faut s'imaginer qu'il y a des gens qui ont fait des profits monstres à l'époque, et quand on passe de 200$ à, je sais pas, 50 000$, un fois je ne sais combien, voilà, il n'y a pas d'autre choix que de vendre en fait. Donc un sous-jeu s'est créé, il n'y avait aucun équilibre de Nash dans ce dernier, et donc il y a un optimum de Pareto-Baron.
Donc en fait, ouais, il aurait fallu aussi un optimum de Pareto où, dans le cas où les deux joueurs vendent, se fassent pénaliser. Ce qui n'a pas du tout été le cas, parce qu'on ne l'a pas vu, mais je vous en ai parlé, il s'est complètement écroulé. Et pour finir, voilà, Tapioca DAO, c'est un nouveau protocole qui se lance et justement qui réunit un peu tout ce qu'on a vu avant et qui améliore complètement, notamment Curve aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais la valeur depuis le lock pour le VECRV aussi est complètement, décroît avec le temps, ce qui est un petit peu pénalisant déjà que les entrées sont chères. Et Tapioca, à la différence, c'est complètement dynamique, c'est-à-dire que si l'économie du protocole est très faible, si vous bloquez des positions de lending ou des TAP, TAP pour le ticker, et qui se transformeront en TW TAP, et bien, vous allez avoir un plus gros discount, parce qu'ensuite vous allez pouvoir racheter des TAP à entre 0 à 50% de discount comparé à la valeur du marché actuel. Et donc là, c'est un petit schéma justement de DAO Share Options qui sont donc les call options. Et donc, à l'inverse, si l'économie du protocole est florissante, bah, vous aurez un plus petit discount, c'est-à-dire qu'on vous octroiera peut-être que 10% au lieu de 40% si l'économie était en train de ralentir. Hop. Et donc, pour terminer, je vous propose aussi de tester chez vous un petit jeu indépendant qui s'appelle l'évolution de la confiance. Et donc ça parle en fait de tous les concepts qu'on a introduits au cours de cette presse. Et voilà, c'est basé sur le livre L'évolution de la coopération, qui est un livre de Robert Axelrod, s'il y en a qui connaissent, mais je ne pense pas. Donc si vous voulez mieux comprendre des concepts sociologiques, mathématiques et autres, ce jeu fait très bien réfléchir sur les certitudes du joueur, sur la confiance, ce qu'il a créé, ce qui la détériore, ce qui la renforce ou l'affaiblit. Et enfin, il montre que si les règles du jeu ont des conséquences sur les actions des joueurs, ce sont aussi ces derniers, comme on l'a vu au cours de la présentation avec MEV Boost, ce sont aussi les joueurs qui définissent le jeu. Donc si vous voulez jouer, ça dure 30 minutes. Vous avez plein de... Donc en fait, si vous trahissez... Alors, vous pouvez soit coopérer, soit tricher pour gagner. Si vous trichez, vous gagnez. Et que l'autre ne vous trahit pas en retour et pensez pouvoir vous faire confiance, vous allez prendre 3 points et puis lui, il va en prendre -1. Inversement, si vous trahissez et que vous vouliez coopérer, ça sera la même chose. Si vous coopérez, c'est +2. Et si vous vous trahissez mutuellement, c'est 0. Et en fait, vous pouvez aussi moduler différentes règles, ce qui fait que le jeu est quand même très sympa. Il y a aussi tous ces joueurs-là. Donc on a le copycat, lui il va copier tout ce que vous allez faire. C'est-à-dire si vous le trahissez, il va faire que ça après. C'est absolument horrible, c'est impossible de jouer. Le coop, typiquement il va essayer d'être votre ami. Détective, pareil, il va analyser tout ce que vous faites. Le simplet, lui il va rien comprendre. Le tricheur, c'est assez évocateur. Et voilà. Et si vous voulez tester, n'hésitez pas. C'est très, très intéressant. Donc, bonjour, Jean-François Pinson, CEO de GM Capital. Non, je plaisante, c'est fictif. Donc, ce soir, je vais vous parler de trading algorithmique. Déjà, est-ce que quelqu'un s'y connaît pas? Comme ça, je oblige quelqu'un à lever la main. Ok. Donc, je vais y aller tranquillement. Donc déjà, l'IA, c'est pas que ChatGPT. Donc en gros, ça comprend plein d'autres choses. Donc je fais un petit rappel très rapide. Ça démarre dans les années 50, le premier neurone. Après, on commence à empiler les neurones en réseau dans les années 80. En gros, les réseaux qui sont utilisés il n'y a encore pas si longtemps que ça, donc 2017 chez Google Trad, ça date des années fin 90. Donc en fait, pourquoi? C'est parce qu'en fin de compte, à l'époque, il n'y avait pas assez de données et la puissance de calcul n'était pas là, même si les algos existaient en partie. Donc, et les différentes disciplines de l'IA sont assez larges. Donc ChatGPT se trouve quelque part. Voilà, Natural Language Processing, donc analyse du langage, mais ça ne fait pas que ça. Analyse prédictive, par exemple,
pour anticiper sur des pannes de pièces d'avion, reconnaissance d'image pour dire s'il y a un chat ou pas dans l'image, vision, bah ça, on est dedans, et il y a plein d'autres choses. Donc je fais assez court parce que la presse devrait durer 40-45 minutes, je vais vous la faire en 20. Donc pour l'histoire, quand je me suis lancé dans le micro, je ne l'ai pas allumé, super. Et donc, en fait, j'ai commencé les cryptos en achetant avec mon téléphone. Donc, vu que j'étais en bull run, rapidement, je me suis pris pour le loup de Wall Street, ce qui fait que j'ai perdu 70% de mon capital. Donc, très rapidement, je me suis dit, bah, faut que je passe sur des choses un petit peu plus musclées, parce que je commençais à me disperser, j'avais 20-30 cryptos, donc impossible d'avoir tout en tête. Et avec un dashboard comme ça, c'est ingérable. Donc, j'ai commencé à faire des petits graphes. Ah oui, mon métier, c'est data scientist à la base. Donc, on peut déjà beaucoup mieux voir ces courbes, même si, en fin de compte, c'est pas facile de tirer 36 000 conclusions. À part, c'est un stablecoin, ça fait une droite. Après, c'est difficile de tout corréler. Donc, comment sait-on si on a mis tous ses œufs dans le mauvais panier, enfin dans le même panier? Par exemple, faut regarder les corrélations. On peut voir ADA, c'est corrélé à AVAX. Donc, est-ce que c'est utile d'acheter les deux? Je ne pense pas. Donc là, nous allons attaquer la partie light de l'IA, c'est machine learning. Donc là, pas de réseau de neurones, rien du tout. C'est des algos de base. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on fait une petite corrélation. Donc les puristes vont me dire, la corrélation n'est pas de l'IA, mais on s'en sert dans les pipelines de traitement. Donc là, déjà, ce que j'ai fait, j'ai pris les 20 plus grosses cryptos. J'ai regardé ça, c'est il y a une semaine. Donc depuis, les valeurs ont peut-être changé un peu. Et j'ai fait une corrélation sur l'année 2024. Donc on avait regardé ADA et AVAX, corrélation de 0,88. Donc qu'est-ce que 0,88? Une corrélation qui est proche de 1 veut dire que les cours, quand il y en a un qui monte, l'autre monte. Donc inutile d'acheter les deux. Quand c'est moins 1, quand un monte, l'autre descend. Et quand c'est 0, ils font leur vie, quoi. Donc on peut voir que le secteur crypto est extrêmement corrélé, ce qui fait qu'il y a de grandes chances que si vous diversifiez, vous ne diversifiez pas. Si, il faudrait prendre une crypto et un stablecoin, c'est diversifié. Donc comment fait-on? Là j'ai pris 20 cryptos, mais en fait en finance on s'amuse très facilement avec 3000. Donc on a 3000 lignes avec 3000 colonnes, c'est ingérable. Donc l'idée, c'est de faire une réduction de dimension. Donc ça s'appelle une PCA, si vous voulez jeter un coup d'œil sur Wikipédia. L'idée, c'est de réussir, à partir des données, d'extraire le maximum d'informations sur le moins de dimensions possible. Donc, ce que ça donne, j'ai une dimension qui explique 50% de mes données, une autre 32, on arrive à 82%. Ce qui fait que je viens de résumer 20 dimensions, donc 20 cours en deux dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Ici, on a le coin des stablecoins, normal, ils sont corrélés, ils ne bougent pas. On a du Bitcoin, j'essaie de trouver un endroit où je gêne personne. Donc Bitcoin, relativement corrélé avec Solana. Donc est-ce que c'est utile d'acheter l'un et l'autre? Sur une période de temps donnée, en tout cas, les uns bougent avec les autres, mais ça ne veut pas dire que Solana ne veut pas nous faire un x4 alors que le Bitcoin fait un x1. Mais ils bougent en même temps. Donc l'idée, c'est de faire des clusters. On va par exemple prendre un bout ici, un bout par là. Là c'est bien, il y a un petit cluster qui s'est fait naturellement. Et on peut voir le TRX et le XRP, ils font un peu leur vie. Donc au final, en un coup d'œil, on peut monitorer déjà si notre portefeuille est bien réparti. Donc là, on a pu visualiser les données. Comment on pourrait automatiser la gestion, donc la répartition de son portefeuille. Donc il y a plusieurs méthodes. On a pu voir qu'un des gros problèmes était la corrélation. Donc on va essayer de décorréler en ce qu'on appelle des portefeuilles propres. C'est-à-dire que les portefeuilles sont orthogonaux, donc avec une... Si ça pique un peu les termes, vous me le dites, je les explique. C'est que chaque portefeuille est décorrélé l'un avec l'autre. Donc ça, c'est une des méthodes. Une autre méthode, c'est le calcul d'optimisation sous contrainte. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire, je veux maximiser mon ratio de Sharpe, mon rendement, diminuer la volatilité. Et en fait, tout ce qui vous passe par la tête, en gros, pour optimiser votre portefeuille. Donc, on va commencer par le premier. Donc, le portefeuille propre,
typiquement, j'ai mes X cours, donc mon portefeuille. Ça, c'est le premier. On peut voir qu'il échantillonne un petit peu tout ce qu'il y a dans les X cryptos que j'ai mis en entrée. Pour quelle raison? C'est normal, on a pu voir, s'explique plus de 50% du portefeuille. Donc on a le plus d'informations dedans. Plus on va loin, en fait, c'est dégressif. Donc le gros avantage, c'est celui-là étant représentatif du marché. Les autres sont donc tous décorrélés du marché. Ce qui fait qu'on peut créer comme ça des portefeuilles qui vont bouger, en fait, qui vont faire leur vie versus le marché. Et donc ça permet de dire, je vais prendre, bon là il n'y a pas la crypto, mais par exemple si c'est le BTC, bam, je prends 15% de BTC, 6% d'Ethereum, et c'est automatisé. Hop, donc qu'est-ce que ça donne? Ça c'est le rendement. J'ai normalisé les données donc, sur 1, donc là c'est pas en crypto, hein, c'est en monnaie américaine, j'avais bossé dessus. Donc ça c'est le SP500, c'est l'équivalent du 440 américain. Donc, la composante principale, le portefeuille propre numéro 1, donc on peut voir, elle fait sa vie, et en plus, il y a un meilleur rendement. C'est super, c'est pas comme ça tout le temps. La deuxième, au final, a à peu près le même rendement, mais on peut voir, pareil, elle fait sa vie. Donc, on a pu voir qu'en faisant ça, on se retrouve à diminuer les risques en mettant pas tous les œufs dans le même panier. Donc ça, ce sont les différents portefeuilles créés. Donc si... Là, c'est l'SP500, il devrait y avoir 500 dimensions, mais j'ai croppé. Donc là, il y a 120 portefeuilles, il devrait en avoir 500. Et on voit le ratio de Sharpe. Qu'est-ce que le ratio de Sharpe? C'est, en gros, on prend le rendement supérieur à un actif sans risque. Imaginons que le livret A fait 3%. C'est le delta entre les deux divisé par la variance. On va faire très simple. C'est la quantité de rendement par unité de risque. Donc, plus c'est élevé, plus on a de rendement versus le risque. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le portefeuille 42, 61% de rendement, volatilité 22%. Bah, je pense que je vais prendre celui-là. Vous m'excusez, je bois un petit coup, j'ai super soif. Donc, à partir de là, on a pu déterminer quel portefeuille on prenait. On va faire maintenant la partie sous contrainte. Allez hop, on sort tout. Donc là, il y a des choses qu'on va maximiser, c'est-à-dire, comme j'expliquais, rendement, ratio de Sharpe, bon c'est redondant, donc le ratio de Sharpe prend en compte le rendement divisé par la volatilité, et d'autres à minimiser, la volatilité, le drawdown. Le drawdown, c'est pour éviter qu'on ait trop de chute brutale dans le cours sur la période analysée. Et pour l'algorithme, ça c'est pour les curieux, j'ai utilisé un algorithme non linéaire, ça permet de choper des informations que les algos linéaires n'arriveraient pas à choper. Par exemple, la matrice de corrélation passera à côté. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Et les rendements sont pas si mal que ça. Je vous rappelle, bien entendu, j'ai pris les 20 cryptos qui sont dans le top 20 des cryptos. Donc là, j'ai mis 0 contrainte. Babylon. Il considère que sur l'année 2024, sur ces 20 cryptos-là, il fallait prendre du sol. Donc, bien entendu, c'est pas super malin de prendre une seule crypto, mais on se retrouve avec un rendement qui est donc en septembre, à x7. J'ai pris un référentiel le BTC pour voir. Le BTC, on se retrouve avec un 2,5 à la louche. Donc on a carrément mis une fessée au BTC. Donc maintenant, je vais obliger l'algo à faire une diversification. Donc bien entendu, ça reste des pourcentages. Donc là, on peut voir, lui, ce qu'il a décidé de prendre. Ça reste le TRC, TRX. On a pu voir qu'il était, je vous dis rien, il y a l'image après. Donc, on se retrouve avec ça comme image. Donc, on va moins loin. On est à 5 en rendement. Ça fait quand même pas mal. Et après, est-ce qu'on a bien décorrélé notre portefeuille? Surprise. Donc, on a un petit cluster qui est là. Je vous ai mis un stablecoin pour comparer.
On a de la VAX qui fait sa vie, TRX, ça c'est diversifié. On avait une sorte de bananoïde, on va dire, qui était là. Donc il a échantillonné en prenant les meilleurs rendements versus le risque. Donc c'est pour ça qu'on a un rendement pas dégueulasse. Donc là, on était sur du machine learning classique. On va taper dans du deep learning. Le deep learning, c'est ce que les gens pensent être l'IA aujourd'hui. Donc en fait, c'est une version très restreinte de l'IA en vrai. Deep learning, ça veut dire exclusivement réseau de neurones. Et donc, ce sont des réseaux de neurones qui sont empilés. Ça, c'est un neurone. Les neurones ont été inventés dans les années 50, comme on a pu voir. C'est ultra simple. Je vous fais le truc en bateau. On a une donnée, on multiplie par un poids. On fait ça, par exemple, sur X données. Par exemple, si on veut prédire le prix d'une maison, on va regarder la position GPS, la surface, et s'il y a beaucoup de voisins autour. Et à la fin, il va nous prédire le prix. Donc on peut voir, l'équation, c'est assez bateau. Et là, c'est une fonction non linéaire, parce que si c'était linéaire, eh ben, en fin de compte, ça ne sert à rien de les empiler, sinon ça serait redondant. Donc là, on arrive sur tout ce qui est multicouche. Là, on est dans les années début 80. Donc c'est les mêmes neurones qu'on a empilés. À quoi ça sert? C'est que chaque couche extrait de l'information. Donc par exemple, si on voulait dire si c'est une voiture, les premiers vont voir des formes. Par exemple, si c'est droit ou rond. Le deuxième va dire si c'est rond, c'est peut-être une roue. Tiens, il y a plusieurs roues, c'est peut-être une voiture. Et là, bah, c'est une voiture rouge de marque machin. Donc ça permet de pouvoir tirer des couches d'extraction pour faire coller des données avec une sortie. En fait, c'est juste une fonction qui map des données. Donc c'est comme x plus b égale y, ça map x et y. Donc là, ça traite de l'image. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le renard, bah, derrière, il y a des probabilités pour dire ce que c'est. Et là, on arrive à ce qui nous intéresse, les réseaux de neurones récurrents. Donc là, on est dans 86, avec les couches, on va dire, Google Trad, c'était, comme je vous disais, 99. Et ce qu'on utilise maintenant, qui font tout ce qui est image, son, ChatGPT, c'est les réseaux de transformers. Ça date, le papier est sorti en juin 2017. Et c'est ce qu'il y a dans ChatGPT, mais en couche phénoménale. Sachant que les poids dont je vous parlais, c'est l'équivalent d'un paramètre qui en a des centaines de milliards. Donc maintenant, on va utiliser ces fameux réseaux de neurones pour prédire l'avenir. Donc on a fait fitter toutes ces données en entrée, c'est le fameux X, en disant cette partie, le X plus 1, ça va faire une autre valeur, c'est Y, et on fait déplacer la fenêtre pour pouvoir prédire l'avenir, et ça marche très bien. Donc moi, par exemple, ça c'est le projet sur lequel je travaille. En fait, pour remplacer mon téléphone pour faire mon trading, j'ai prédit la croissance à J plus 1. Donc au final, on peut voir que, sachant que ça c'est une demi-journée de travail, donc c'est-à-dire c'est un truc fait à la va-vite, on voit qu'on suit très bien les tendances avec un réseau, avec une architecture de 99. Donc maintenant, on va arriver sur la partie, en gros, les agents de trading. C'est ce qu'on utilise en trading hyper-fréquence. Donc ça, c'est les différents concepts que je vous ai expliqués. Des réseaux de neurones qu'on a fait fitter avec en entrée le prix et la récompense pour dire on a des gains, des pertes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le... oui, m'excusez, moi j'ai fait les cours en anglais, j'essaye de retrouver en français les termes. C'est, on va dire, un modèle du monde. Et l'action, c'est est-ce que j'achète, je vends, je garde. Donc en gros, ça, c'est le marché. On envoie une action, on a un retour, on a une perte, on a un gain, et il va progressivement s'adapter. Donc là, contrairement aux autres neurones où une fois qu'ils sont figés, ça ne bouge plus, ceux-là, ils évoluent en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a un gros crack, il est capable de s'adapter. C'est pour ça que ces neurones, en fait, sont toujours à jour. Mais ils ont un gros défaut, c'est par exemple l'IA de Microsoft qui était devenue raciste en 24 heures. Bah oui, ça tourne en boucle et c'est pas contrôlé, ce qui fait que ça peut aller dans les choux. Et dans le monde du trading, qu'est-ce qui s'est passé de mémoire? C'est en 2010,
flash crash, boum, en quelques minutes, moins 20, moins 30%. En crypto, c'est la vie de tous les jours, mais dans la finance traditionnelle, c'est un cataclysme. Donc, ça, ce sont les toutes dernières technos qui sont utilisées dans des fonds comme BlackRock. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Il nous donne des points d'entrée en vert, des points de sortie, et le gain, bah, c'est point de sortie moins point d'entrée. Et ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait la somme de tous ces gains dans une fonction de récompense, et le but, c'est qu'il va sommer tout ça dans le temps pour essayer de maximiser. Donc il va faire fitter les poids du réseau de neurones pour maximiser ses récompenses. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça donne en vrai? Là, on est sur du Solana. On se retrouve avec un cours qui est bas, qui a monté. Le réseau a été assez malin. Il a vendu, il a commencé à acheter, et il s'en est bien sorti, ce qui fait qu'il a chopé la montée, mais il a évité la baisse. Donc, Solana, vu la courbe, on était obligé de faire des bénéfices. Donc, on va dire que c'est un coup de chance. Ça va être un cas un peu plus dur. On peut voir, ça aussi, c'est une forme qui pourrait s'approximer à une sinusoïde. Et bien, il se démerde quand même pas si mal. Il n'est pas dans le négatif. Et donc, il a réussi à profiter de chaque montée. Il a pas mal perdu dans la descente, mais il a quand même conservé, si on regarde, entre le point d'entrée et le point de sortie, qui est à peu près la même hauteur, il a réussi à nous faire 20% de plus-value. Et là, cas négatif, le Dodge. Descente constante. Donc on part entre là et là. On a fait pratiquement 75% de perte, on va dire, si on arrondit. Et bien là, lui, il nous a fait 20% de perte. C'est donc que même dans un cas désagréable, comme un bear market qui se pointe du jour au lendemain, ou des fermes chinoises qui sont arrêtées en 2021, et bien il est capable de gérer la problématique. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Parce que c'est assez dense, j'ai fait le truc en mode un peu rapide. Comment on est capable de visualiser son portefeuille? Une fois qu'on le voit, comment on pondère son portefeuille pour qu'il soit le plus optimisé, le mieux réparti? Comment on prédit l'avenir? Parce que l'idée, c'est que ce portefeuille, dans le futur, fasse de l'argent. Et donc, est-ce qu'on peut sous-traiter à une machine? Oui. Avec les agents de trading, je ne vous l'ai pas dit, mais ça s'appelle du reinforcement learning. C'est apprentissage par renforcement. Voilà. Donc, ça, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on peut faire en finance, c'est la finance quantitative. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin. C'est que là, en gros, c'est équivalent de faire du chartisme et puissance XXL avec de l'IA. Mais si on rajoute de l'information, il va fouiller sur Twitter, il va lire les journaux, il va analyser des vidéos YouTube. On en rajoute énormément de signaux faibles et il va corréler tout ça pour réussir à tirer de l'information qu'il va rajouter avec les informations des cours pour être capable de dire, tiens, 80% du temps où Elon Musk dit un truc, ben ça monte ou ça descend. Donc au final, on va mettre un gros poids sur Elon Musk. Parce que c'est un gros lourdeau. Et donc, à partir de là, on a besoin d'un accès massif aux données. Il faut que ce soit multimodal, comme je vous disais, parce qu'il y a du texte, de l'image, il y a du son, potentiellement, parce qu'on peut aussi écouter des stations radio. Ça, je l'ai déjà fait pour une entreprise quand j'étais consultant. Donc l'analyse de sentiments, parce qu'au final, c'est ultra simple. Ça, je faisais ça il y a déjà 10 ans. C'est comment, à partir d'informations, en fait, des avis, on est capable de dire il est négatif ou positif à 30%, et quels sont les mots-clés qui ressortent. Et donc, robuste aux biais comportementaux, parce que, en vrai, si le chartisme, ça marche, c'est pas parce que c'est une science faible, c'est parce que l'humain a des biais. C'est une prophétie autoréalisatrice. Tout le monde y croit, donc ça marche. Et donc, il faut que ce soit auto-apprenant, parce que, en gros, si on reçoit, je sais pas moi, allez, 1 Tera de data par jour, ben, un être humain n'est pas capable de la gérer. Donc, il faut que ce soit la machine qui digère tout ça. Et donc, robuste aux attaques des autres IA, parce que, au final, les concurrents ont des stratégies où ils vont mettre des ordres, les annuler au dernier moment pour faire croire aux autres algos qu'ils vont vraiment acheter. En fait, ils pipent le carnet d'achat. Et donc, il faut faire attention à ça. Donc, bien entendu, les réseaux de neurones, moi, quand j'avais pu en faire fitter en 2015-2016, ça coûtait, pour les gros, 20 à 30 000 euros. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on prend ChatGPT, on est plus de l'ordre des 100 millions. Donc, ça a bien changé. Et au final, si les rendements sont inférieurs au coût,
bah, on perd. Et donc, il faut que ce soit explicable, parce qu'en vrai, là, je ne vous l'ai pas dit, mais un réseau de neurones, quand ça apprend, c'est stochastique. Stochastique, c'est-à-dire que ce n'est pas déterministe. Déterministe, ça veut dire que c'est reproductible. Par conséquent, stochastique veut dire qu'on va faire apprendre à chaque fois, le résultat va être différent. Il sera bon, mais au final, il sera différent. Donc, pourquoi le réseau prend une décision d'achat ou de revente? On ne sait pas. On sait juste que ça marche. Donc, si on se fait contrôler, c'est mort. Parce qu'on ne pourra pas expliquer les pertes aux clients. Et ça, c'est pas bon au procès. Et donc, il faut que ce soit aussi réglementaire, parce que l'IA va maximiser des récompenses. Mais si, par exemple, en faisant un délit d'initié, il maximise les récompenses, l'IA va le faire. Donc, il faut absolument faire attention à ça. Et donc, moi, j'aimerais bien, parce que, en gros, ce que je viens de vous présenter, c'est un projet que je fais à mon compte, et je vais peut-être faire une boîte avec, j'en sais rien, ou je vais peut-être partir à la retraite, on verra. Et donc, j'aimerais bien potentiellement le distribuer sur le blockchain. Je discutais avec notre cher monsieur de Caméa, en fait, voir s'il y avait moyen de mettre ça sur la blockchain, ce qui serait intéressant à faire.